Bon, tu sais, l'hélico, c'est juste un coup à prendre. Hein. Ah ouais? Ouais, non, c'est pas compliqué. Hein. Ah, vous êtes là, vous. Bon, bah installez-vous, on va commencer. Là. Tout le monde est là? Bienvenue sur 12 par sec, la chaîne où on fait de la science exacte. Enfin, à peu près. Et là, ton coiffeur, il est en prison. Ton coiffeur est en prison. Le coiffeur, arrête, il fait trop long. Mais quelle phrase de merde. Oui, j'ai les cheveux longs, oui. Bon, je me suis même attaché un petite queue derrière, comme ça. Ouais, c'est pour le style, quoi. Moi, je trouve ça bien. Aujourd'hui, après la dernière vidéo dans laquelle nous avons parlé du fait que ça allait très certainement être compliqué, hein, pour le moins compliqué, hein, et le mot est faible, de partir à la rencontre des extraterrestres qui habiteraient sur d'autres planètes, tellement les distances dans l'espace sont absolument énormes. À la fin de cette vidéo, je vous demandais, n'est-ce pas, si ça vous intéresserait qu'on parle des vaisseaux mondes qu'il faudrait construire pour entreprendre des voyages interstellaires et bourlinguer au fin fond du cosmos. J'adore ce mot bourlinguer. Si j'avais un vaisseau à moi, je l'appellerais le bourlingueur. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait un restaurant qui s'appelait le Bourlingueur en Bretagne, à Pornichet. C'est pas loin de Rézac, hein, juste à côté d'Hermure. Des endroits où je n'irai jamais de ma vie, hein. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir à foutre dans des endroits pareils? Franchement, je me le demande. C'est un peu hors contexte. On va recommencer directement? Oui, pardon, mais bonjour aux Bretons. Et donc à cette question-là, est-ce que ça vous intéresserait? Vous avez été quasiment unanime à dire que vous n'en aviez rien à branler. Hein. Oui, vous en avez rien à branler peut-être, mais du coup, on va le faire quand même. Parce que si demain l'humanité veut pouvoir partir explorer la galaxie, alors elle y arrivera pas. Voilà, pas demain, ni après-demain, ni même dans 100 ans, ni peut-être même dans 1000 ans non plus. Enfin bon, vous savez ce qu'on dit. Il faut jamais dire jamais, jamais dans la vie. Alors, dans cette vidéo, il sera question de beaucoup de choses, mais il sera surtout question de temps. Le temps qui passe dans l'espace, le temps qu'il fait dans l'espace. Bon, non, il fait pas de temps dans l'espace. Hein, Est-ce qu'il pleut dans l'espace d'ailleurs hein, Oui. Oui, il me semble bien, il peut pleuvoir. Est-ce qu'il neige dans l'espace d'ailleurs? Oui. Ah oui aussi, Et le temps de vérifier cette information de la plus haute importance. Laissez-moi vous parler d'un objet qui vous accompagnera dans votre éternelle course contre le temps. Car le temps n'est pas le même pour qui s'aventure dans les méandres du temps et de l'espace et du monde. Hein? Les montres et autres merveilleux accessoires Holzkern. Quel nom stupide. Ah bah non, Holzkern ça veut dire noyau de bois en autrichien. C'est quelle langue l'autrichien? Ah bon, c'est allemand. Hein. Et Holzkern, ils sont spécialisés dans les montres aussi magnifiques qu'uniques et surtout les montres en bois, comme celle que j'ai la chance de porter à mon poignet. Comme chance dans l'incroyable voyage. Voici le modèle mat en noyer et noyer. C'est parce que c'est fait avec du bois de noyer. Et attention parce qu'avant que vous gueuliez tous comme des putois que vous êtes là, toutes les montres sont certifiées FSC. Ce qui veut dire fucking shit cock. Non, ça veut dire Forest Stewardship Council. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un conseil des forêts, hein. Comme dans le Seigneur des Anneaux, là, les arbres ils se réunissent et puis ils font des montres, voilà. Parce que de toute façon, il y a bien que ça à foutre. Il y a plus de 1000 modèles, les copains. Et puis il y a même pas que des montres, hein. Maintenant que la boîte a bien grandi avec ses millions de clients, ils ont même sorti des collections de bijoux, des sacs à main, des lunettes de soleil, tout ce dont vous avez besoin pour avoir du style cet été sur la plage ou dans un vaisseau spatial. Parce qu'il va en falloir du temps pour aller visiter les autres systèmes stellaires. Et les montres Holzkern vous accompagneront vers l'infini et au-delà. Et en plus, qui dit bois dit forêt, qui dit forêt dit arbre, qui dit arbre dit bois, qui dit bois dit forêt, qui dit forêt dit arbre, qui dit arbre dit bois. Mais non, tu t'es planté, non, c'est pas ça. Non, qui dit arbre dit singe. Et qui dit singe dit arbre. Non, le contraire. Oui, voilà, c'est bon. Holzkern fait une campagne pour l'Institut Jane Goodall, un institut qui fait dans la céréale et le houblon. Mais non, c'est pour protéger les chimpanzés. Oui, c'est pareil. Et grâce au code de réduction que vous trouverez en description, vous aurez 10% de réduction sur votre commande et il y aura 5% qui sera reversé à l'Institut pour les Goodall. Jane Goodall. Jane Goodall, ouais. Donc ça, c'est cool aussi. Vous participez à la protection des chimpanzés. Bon, vous y participez de loin, hein, mais vous y participez quand même. Donc voilà, allez faire un tour sur leur site. Vous trouverez pléthore d'accessoires pour hommes et femmes, beaux, classe et unique grâce au grain des matières utilisées. Ces montres sont vraiment dans l'air du temps. Et souvenez-vous, le temps est sans importance. Seule la vie est importante. Merci beaucoup à Holzkern d'aider cette chaîne en sponsorisant cette vidéo. Bon mes amis, encore une fois sur cette chaîne, vous allez voir que c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible, ça sert à rien, merci, au revoir. Rien n'est possible, rien n'est réalisable, c'est le jeu de la mort, avec Bruce Lee. Est-ce que vous avez vu un peu la double référence inversée? Et même moi, des fois, faut que je m'accroche pour me suivre. Vous allez voir que tout ce dont on va parler dans cette vidéo, tout ce qu'on va essayer de faire, ça va pas marcher. Et au final, on va être très déçus. Comme sur la chaîne Le Point de Genius. Mais en même temps, comme vous l'avez si bien dit dans les commentaires de la
dernière vidéo, on dit que c'est pas possible aujourd'hui, comme on disait il y a 200 ans que ce n'était pas possible de marcher sur la Lune, ou il y a 300 ans que c'était pas possible d'avoir de l'électricité, en tout cas de la lumière en appuyant sur un bouton. Et aujourd'hui, non seulement on fait les deux, mais surtout on compte pas s'arrêter là. Donc effectivement, tout ce qu'on peut dire sur les limites technologiques qu'on rencontre aujourd'hui est basé sur l'état de nos connaissances actuelles. Or, on sait bien que l'humanité va continuer d'évoluer technologiquement, comme elle l'a toujours fait. Reste à savoir combien de temps ça lui prendra, et surtout, qu'est-ce qu'il lui reste à faire. Parce que la vraie question qu'il faut se poser, l'unique question sur laquelle il faut travailler, c'est quoi? Eh bien, c'est comment faire pour cloner Anna de Armas et Chris Hemsworth pour qu'on en ait tous une ou un dans notre foyer et qu'on puisse jouer au docteur avec, hein. T'es obligé de parler de ça encore? Oui, bah écoutez, hein, moi je parle 3 langues. Le français, le second degré et les sous-entendus sexuels. Ah, je suis fluente dans les 3 domaines. Mais surtout, The Question, comment maîtriser les voyages interstellaires? Parce qu'en fait, on sait qu'il y a des limites. Mais, est-ce que ces limites sont fondamentales? C'est-à-dire que ce sont des vraies limites, naturelles, à jamais infranchissables, même dans 1 million d'années et quelle que soit la technologie qu'on arrive à inventer. Si les distances sont trop grandes, on ne pourra jamais y aller, ce sont des limites physiques. Par exemple, est-ce qu'on peut construire un vaisseau qui va plus vite que la lumière? Bah non, ça c'est de la science-fiction. Comme dans la guerre des étoiles. Exactement, c'est le Faucon Millennium qui va à 0.5 au-dessus de la vitesse lumière. Ouais, mais il fait du 0,5 au-dessus de la vitesse lumière. Ça c'est très bien, mais selon les lois de la physique, actuellement on ne peut pas voyager plus vite que la lumière. Alors oui, allez-y dans les commentaires, expliquez-moi que non, en fait tu comprends que t'es gouré parce qu'avec l'expansion de l'univers, on peut combiner les vitesses et tout, puis aller plus vite et puis mon cul sur la commode. Ou alors vous allez aussi me parler peut-être des muons et de l'effet de Cherenkov et mon cul sur l'armoire. Non, moi je dis que c'est pas possible et qu'il y a bien des limites physiques qu'on ne pourra jamais dépasser. Ou alors, est-ce que ces limites sont seulement techniques? Et ça c'est moins grave, si je puis m'exprimer ainsi. Car au vu de ce que l'humanité a déjà réussi à accomplir en si peu de temps, et au vu de nos progrès technologiques qui sont exponentiels, les progrès technologiques vont de plus en plus vite. Ah bah il y a 40 ans il n'y avait pas internet, et 40 ans à l'échelle de l'humanité c'est que dalle. Et bah si ce ne sont que des limites techniques, ça veut dire qu'il faudrait peut-être attendre seulement 100 ans, ou 500 ans, ou 1000 ans par exemple, pour pouvoir avoir des nouveaux moyens de voyager plus vite et plus loin. Alors après du coup, bah qu'est-ce qu'on fait? Soit on se dit, allez, on tente le coup, et là bah, va falloir bosser, hein, ça va prendre de l'énergie, du temps et de l'argent. Il va falloir faire 1 milliard de tests pour trouver des nouveaux types de moteurs, des nouveaux types de propulsion pour aller plus loin, plus vite, des nouvelles ressources. Construire des vaisseaux immenses, des nouveaux systèmes de communication. Ça va prendre des décennies, peut-être des siècles, ça va coûter des milliards de dollars. Bah oui, mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? On n'a rien sans rien, hein, bande de cons. Mais qui s'énerve tout seul. Soit on pense qu'on n'y arrivera jamais et que c'est même pas la peine d'essayer, alors du coup on laisse tomber. Voilà, on laisse tomber. Alors soit on réagit parce qu'il nous finit au bout, soit on laisse tomber. On laisse tomber puis on attend là. Non mais du coup voilà, on laisse tomber et on bosse sur autre chose. Comment faire par exemple pour brancher un MacBook Pro sur un tuyau d'arrosage? C'est possible aussi. Mais rappelez-vous alors de cette phrase bien connue du scientifique russe Konstantin Tsiolkovsky: la Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas sa vie dans un berceau. Ah c'est bon. Mais surtout c'est très vrai. Alors évidemment, c'est toujours beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Les difficultés techniques sont parfois tellement difficiles qu'elles peuvent s'approcher de l'impossible. Mais bon, comme on dit toujours, hein, t'aurais dit à des mecs il y a 200 ans qu'un jour on marcherait sur la Lune, ils t'auraient jamais cru. C'est parce que Christophe Colomb a eu les cojones de traverser l'Atlantique il y a 500 ans, ma gueule, qu'on a découvert l'Amérique. Eh ouais. Ne jamais sous-estimer le cœur d'un champion. Alors, on y va ou quoi? Ok, on fonce. Alors, je vais être très franc avec vous, pour écrire cette vidéo, je me suis quand même pas mal renseigné, hein, évidemment. Et je me suis beaucoup inspiré d'un homme que j'espère vous connaissez toutes et tous. J'en ai parlé je sais pas combien de fois sur la chaîne, et c'est bien normal, parce que pour ce genre de sujet, c'est pratiquement toujours lui qui intervient en conférence ou en bouquin. J'ai nommé l'incontournable Marc Dorcel, Jackie du Jackie Show, Tex, la boule dans Fort Boyard, Roland Lehoucq, bien sûr, astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique, enseignant, auteur et vulgarisateur. Vous trouverez un grand nombre de ses conférences sur YouTube, toutes plus passionnantes les unes que les autres. Sa spécialité est de s'attarder sur les éléments de science-fiction qu'on peut voir au cinéma ou même en littérature, de les analyser et de voir si ce serait possible. Je me suis donc tapé pas mal de ses conférences pour vous, et je vais essayer de vous retranscrire un petit peu tout ça comme je l'ai compris. Ouais, Ah, bien évidemment, il n'y a pas que lui, hein. J'ai aussi regardé, lu et écouté beaucoup d'autres choses. Comme par exemple, d'autres chaînes YouTube, d'autres scientifiques, d'autres sites, d'autres articles qui parlent de tout ça. Mais, disons que si vous pouvez reconnaître quelques similitudes entre ce que je vous dis et ce que vous pouvez entendre dans les conférences de Roland Lehoucq, c'est normal, c'est de là que ça vient. Voilà, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Alors, on va essayer de diviser cette vidéo en plusieurs parties, hein. Je sais, c'est déjà commencé depuis au moins 10 minutes. Ça, c'est un truc que j'essaie toujours de faire, hein, diviser des vidéos en parties, mais j'y arrive jamais. Bon, bah là, on va essayer de le faire quand même, puisqu'il y a plusieurs thèmes qu'il faut aborder
aborder lorsqu'on imagine des vaisseaux-mondes qui pourraient transporter un grand nombre de personnes dans l'espace vers d'autres systèmes stellaires. Et là, vous allez voir qu'il y a à peu près 1 million de problèmes. Certains seront surmontables, certains vont nous poser beaucoup de problèmes, certains seront 1000 fois plus difficiles que d'autres, et enfin, les derniers seront carrément du domaine de l'impossible. Comme on l'a vu dans la dernière vidéo, le principal problème est la distance. On le sait, on l'a compris, toutes les planètes en dehors de notre système solaire sont beaucoup trop loin pour qu'on puisse y aller avec notre technologie actuelle. Ça nous prendrait des dizaines de milliers d'années pour les plus proches, et pour les plus loin, des milliers de millénaires. Donc, pour l'instant, c'est même pas la peine d'y penser. Alors, pour régler le problème, la solution aujourd'hui, il y en a qu'une seule, il faut aller plus vite. C'est la seule chose à faire, la seule chose sur laquelle il faut se concentrer, il faut aller plus vite. Mais si vous voulez, quand je dis il faut aller plus vite, il faut pas simplement juste aller un peu plus vite. Il faut aller beaucoup plus vite, sa grosse daronne, la bonne vieille. Alors justement, comment on fait pour aller beaucoup plus vite, sa grosse daronne, la bonne vieille? Et la NASA, ils sont déjà sur le coup, puisqu'ils viennent de lancer l'année dernière un nouveau programme pour construire un vaisseau, un moteur qui irait beaucoup plus vite, et qui s'appelle le moteur qui va beaucoup plus vite, sa grosse daronne, la bonne vieille. Il faut donc inventer des nouveaux moteurs et des nouveaux systèmes de propulsion. C'est la première partie de cette vidéo. Il y en a 472. Actuellement, on utilise des moteurs à propulsion chimique. C'est facile à comprendre. Il y a une fusée qui brûle du combustible, ça éjecte de la matière par l'arrière, et par réaction, ça te propulse vers l'avant. C'est ça le principe, et on l'a compris dès 1885. C'est un Russe qui a compris ça, il s'appelait Konstantin Tsiolkovsky. C'est le même que celui qui a dit la citation tout à l'heure, hein? C'est le même gars, absolument. Et non mais niveau espace, les Russes, c'est pas des tocards. Et donc, plus on éjecte de matière, plus on se propulse vite dans le sens opposé. Et c'est justement dans une des conférences de Roland Le Houx que j'ai regardé qui prend un exemple très parlant. Vous vous mettez dans une petite barque au milieu d'un lac et vous devez avancer pour rejoindre le bord de la rive, mais sans rame. Vous avez plus vos rames, voilà, vous avez fait tomber à l'eau parce que vous êtes complètement abruti. Et si vous vous mettez debout dans la petite barque et que vous prenez un énorme caillou et que vous le jetez le plus fort possible vers l'arrière, automatiquement, vous allez avancer vers l'avant. Action-réaction. Et plus le caillou sera gros et plus vous arrivez à le jeter vite, plus vous avancerez vite dans le sens inverse. Si vous jetez un tout petit caillou très lentement, vous avancerez pas du tout, ou alors très peu. Il faut donc beaucoup de matière, et il faut l'éjecter très vite. Mais le problème, c'est qu'avec les moteurs qu'on a aujourd'hui, on peut pas prendre beaucoup de matière, de carburant, parce que plus on en prend, plus c'est lourd, plus on augmente la masse à pousser. Donc plus il faut en prendre pour pouvoir pousser la masse qui a grossi. Et plus la masse elle grossit, puisqu'on en prend plus pour pousser la masse qui grossit. Comprenez un peu le truc? C'est le serpent qui se mord la bite. La queue. La queue, oui. On est limité par la quantité de matière qu'on peut prendre, et donc ça ne nous permet pas d'aller beaucoup plus vite. Il faut donc trouver autre chose. Par exemple, dans la vidéo d'avant, on a parlé des voiles solaires. On se sert de la pression qu'exerce la lumière sur la voile pour avancer. Et ça paraît bizarre, comme ça, tu dis, même moi, mais la lumière, les photons peuvent exercer une pression sur quelque chose, sur la voile. Comme le vent qui exerce une pression sur la voile d'un voilier. Et là, il y a un sacré avantage, parce qu'on n'a plus besoin de prendre aucun carburant. On utilise la lumière des étoiles, ou alors une autre source lumineuse. Et ça pèse rien. Le problème, c'est que la lumière des étoiles est totalement insuffisante pour atteindre les vitesses qui nous intéressent. À la distance de la Terre, la pression de la lumière du Soleil, c'est comme si tu répartissais 1 kg de matière sur une voile de 1 km². C'est que dalle, ça sert à rien. Et encore, ça c'est parce qu'on n'est pas trop loin du Soleil. Plus tu t'en éloignes, et moins t'as de lumière, donc moins t'as de pression. Quand t'es dans le vide intersidéral entre le Soleil et Proxima du Centaure, puisque c'est souvent là qu'on veut aller, Proxima du Centaure, je vous le répète pour ceux qui arriveraient peut-être maintenant, c'est la première étoile la plus proche du Soleil, à 4,2 années-lumière, avec une planète qui ressemblerait à la Terre, qui lui tourne autour. C'est pour ça que ça nous intéresse. Bon, quand t'es à mi-chemin, dans le vide intersidéral, t'as vraiment pas beaucoup d'énergie, donc ça marchera pas. C'est pour ça qu'on dit qu'en matière de voile solaire, faut propulser les trucs grâce à des lasers. Des gros lasers qui sont dirigés uniquement vers la voile, qui propulseraient hyper vite. C'est le fameux projet Breakthrough Starshot dont on a parlé. Là, ça peut être peut-être plus intéressant. Voilà. Mais bon, revenons au moteur. Alors là, il y a plein d'autres vidéos sur YouTube qui parlent d'autres types de moteurs qu'il faudra inventer. Les moteurs du futur, les moteurs nucléaires qui utilisent la fusion ou la fission, les moteurs avec de l'antimatière, des aspirateurs stellaires qui aspirent le truc devant qui le rejettent derrière. Non, mais je vous jure, il y a des concepts de fou. Enfin, c'est ridicule. Je vois pas que c'est ridicule. C'est nouveau, ça c'est sûr, alors évidemment. Ah ça c'est sûr, dès que c'est nouveau, on prend pas au sérieux, on se fout de la gueule le truc, ça c'est comme d'habitude. Mais n'empêche, si on le fait pas, qui c'est qui le fera? Personne, voilà. Et pourtant, il y a déjà des gens qui travaillent dessus. Je peux vous renvoyer par exemple vers la vidéo d'Hugo Lisoire qui s'appelle « Ces 5 moteurs qui vont révolutionner la propulsion spatiale ». Alors je vais pas tout vous répéter, mais alors ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses qui sont à l'étude, comme par exemple les propulsions nucléaires à fusion et à fission. Et la simple chose qu'il faut retenir, on va pas rentrer dans les détails de comment ça fonctionne, Hugo et les autres le font déjà très bien. Ce qu'il faut retenir,
retenir, c'est que ça permet d'embarquer beaucoup moins de matière, mais de la propulser beaucoup plus vite, car on arrive à obtenir beaucoup plus d'énergie. Parce que c'est moins sur la quantité de matière qu'on peut prendre qu'il faut qu'on travaille, que sur la vitesse à laquelle on peut l'expulser, et surtout l'énergie qu'on peut arriver à récupérer et à éjecter. Tout est là en fait. Et la réponse, elle se trouve peut-être dans les réactions nucléaires. C'est pour ça qu'on essaie de développer des moteurs qui utilisent des réactions nucléaires. Actuellement, on arrive à propulser nos fusées à environ 15 km par seconde. Le minimum, c'est de 11 km par seconde pour arriver à s'arracher à la gravité terrestre. On appelle ça la vitesse de libération. Toutes les fusées que vous voyez là qui décollent, elles vont à 11 km par seconde. Et puis après, on arrive à aller beaucoup plus vite que ça, hein. Vous le savez dans l'espace, comme on en a parlé dans la vidéo d'avant. Mais on le fait une fois qu'on s'est libéré de la gravité terrestre. On les propulse pas à ces vitesses-là. Ça demanderait beaucoup plus d'énergie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on veut aller sur la Lune, pour propulser plus tard quand on veut aller sur Mars. On partira pas de la Terre, mais de la Lune, parce qu'il y a moins de gravité, donc ce sera beaucoup plus facile de décoller de là-bas. C'est-à-dire que quand on envoie un vaisseau dans l'espace, et si pour cette vidéo on parle carrément de vaisseaux immenses qui doivent voyager très loin et pendant très longtemps, il faut une quantité de matière, de carburant phénoménale, et il faut aussi que la propulsion dure très très longtemps. Pour atteindre ces vitesses de croisière, il faut que la propulsion dure peut-être des mois, voire même des années. Alors qu'actuellement, avec les moteurs chimiques, on fait des propulsions qui durent seulement que quelques minutes. Après, les réservoirs sont vides. Donc, faut aussi trouver d'autres types de matières qu'on pourrait prendre en plus grosse quantité, ou alors qui généreraient beaucoup plus d'énergie, comme par exemple l'antimatière. S'il y a un truc dont je voudrais vous parler un petit peu, sur lequel je voudrais qu'on s'attarde dans cette vidéo, parce que c'est vraiment le truc le plus ouf en matière d'énergie libérée et donc de propulsion, c'est l'antimatière. Alors c'est quoi l'antimatière? Bah c'est un peu l'alter ego de la matière. Pour chaque particule de matière, il y a un électron, un proton, il y a une particule d'antimatière. C'est comme pour les chevaliers du Zodiac, hein, les chevaliers de bronze là, les Ségars, les Pégases et tout ça là, et ben ils ont le même chevalier noir, leur alter ego maléfique. Ou comme pour Son Goku, et ben il y a Black Goku, le même mais en pire. Ou encore comme dans Zelda Ocarina of Time dans le temple de l'eau, quand il y a le double maléfique de Link contre qui tu dois se battre qui fait les mêmes mouvements que toi. D'ailleurs vous avez vu, c'est toujours les noirs les méchants, hein, ouais, mais comme par hasard. Oh c'est bon, j'y suis pour rien moi, ça va, c'est une blague les gars, humour, attendez, on peut rire de tout, hein. Mais pas en mangeant de la semoule. L'antimatière, c'est tout simplement quelque chose qui a les mêmes propriétés physiques que la matière, la même masse, la même forme, la même gueule, si ce n'est qu'elles ont des charges inverses. Si vous voulez aller plus loin, regardez des vidéos dessus. La seule chose qu'il faut retenir avec l'antimatière, quand on parle de propulsion, c'est que quand une particule d'antimatière rencontre une particule de matière, eh bien les deux disparaissent automatiquement en générant de l'énergie. Les deux particules s'annihilent. Un petit peu comme dans Time Cop, quand les deux mecs du présent et du futur entrent en contact et disparaissent, là, c'est dégueulasse. Bah là, ça fait exactement la même chose. Vous voyez, comme quoi Time Cop, c'est réel. Et là, cette fusion libère de l'énergie, mon pote, mais quand je te dis de l'énergie, c'est un truc de maboule. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que si on arrivait à stocker de l'antimatière et de la matière en grande quantité, on pourrait les faire fusionner et se servir de l'énergie que ça crée pour se propulser. Parce que là, il faut bien comprendre qu'on n'a pas besoin d'en prendre beaucoup pour obtenir gavé d'énergie. Je ne suis pas de Bordeaux, je déteste cette ville. Parce que l'antimatière libère de l'énergie, écoutez bien, avec 100% d'efficacité. Ah oui, parce que ce qu'on sait pas forcément, c'est que les réactions nucléaires, la fusion, la fission, tout ça, en fait, on n'arrive pas du tout, mais pas du tout, à exploiter toute la puissance de la matière. On arrive à récupérer moins d'1% de l'énergie. Vous vous rendez compte du gâchis? En chimie, on arrive à extraire aujourd'hui seulement 1 milliardième de l'énergie de masse d'un objet. C'est que dalle! Et en nucléaire, pour la fission ou la fusion, c'est 1 millième. Et 1 millième. Oui, je regarde un petit peu, parce que c'est pas des chiffres que je connais par cœur non plus. Vous vous rendez compte de la perte? Et pourtant, on arrive quand même à faire des bombes hyper puissantes. Alors vous vous rendez compte si on arrivait à récupérer 100% de l'énergie? Et bah théoriquement, c'est ce qu'on pourrait arriver à faire avec l'antimatière. Et ça, c'est un truc de ouf. Parce que vous prenez 1 gramme d'antimatière, 1 gramme, hein, voilà, et bah vous obtenez l'équivalent de la bombe Hiroshima. En fait, l'antimatière, c'est la source d'énergie ultime. Le problème, c'est qu'elle n'existe pas à l'état naturel, ou alors extrêmement peu. Il faut donc la créer. Alors, on arrive à en produire dans les accélérateurs de particules, tout petite quantité. Et en plus, comment tu la stockes? Parce que quand tu rentres en contact avec de la matière, bah elle explose. Donc voilà, je referme cette parenthèse sur l'antimatière. Mais ça, c'est clairement une des pistes les plus géniales à explorer pour concevoir des systèmes de propulsion qui seraient immensément plus efficaces que ce qu'on a aujourd'hui. Et ça, peut-être qu'on y arrivera un jour, mais bon... On n'en est pas sûr. Enfin, il faudrait en être certain. Ah bah c'est ce qu'on fait, on bosse dessus et on compte bien y arriver. Et on pourra enfin se propulser à plusieurs milliers de kilomètres par seconde et peut-être atteindre 5%, même 10% de la vitesse de la lumière, voire plus. C'est déjà un peu plus raisonnable. C'est toujours très long évidemment, mais c'est quand même beaucoup moins long que 80 000 ans. T'imagines, on arrive à Mars en 1 semaine? Ah, ce serait classe. Bon allez, j'arrête là avec les nouveaux types de propulsion. Il y en a d'autres, regardez des vidéos sur internet, c'est hyper cool hein, quand on veut essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut imaginer aller plus vite quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça,
comme dit Roland, c'est pensable, c'est même peut-être envisageable. C'est pas de la physique extraterrestre. La physique, elle est là. Ce sont des choses qui fonctionnent en théorie, mais qui sont juste hyper difficiles à mettre en pratique. Il faut aller beaucoup plus loin dans la compréhension et la maîtrise de la physique, de la chimie, de la matière et de l'antimatière. Mais c'est pas quelque chose du domaine de physiquement impossible. Ça se calcule. Il n'y a pas d'impossibilité physique. L'impossibilité, elle est pour l'instant que technique. Enfin bon, on va dire que tout ça, malgré tout, c'est pour parler de ces difficultés physiques, c'est quand on parle de petites sondes ou de petits vaisseaux. Mais quand il s'agit de vaisseaux-mondes qui seraient susceptibles d'embarquer des milliers ou des millions de personnes, alors là, les copains, on rentre dans une toute autre catégorie et les difficultés physiques deviennent très rapidement des impossibilités physiques, pour le moment en tout cas. Et là, on rentre vraiment dans le domaine de la science-fiction. Si, pour X raisons, l'humanité devait être amenée à quitter la Terre, soit parce qu'elle est devenue inhabitable, soit parce qu'on n'arrive plus à payer le loyer et que la nature nous a foutu à la porte, comment ça pourrait se passer? Qu'est-ce qui pourrait sauver l'humanité? Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Et comment retrouver le goût de la vie? Qui pourra remplacer le besoin par l'envie? Eh bien pour ça, il faudrait construire un vaisseau-monde. C'est la deuxième partie de cette vidéo. Déjà, le premier problème, c'est que ce serait un vaisseau absolument énorme, gigantesque, qui ferait peut-être des kilomètres de long sur des kilomètres de large. Et comment on propulse une telle masse? Le truc ferait potentiellement des milliards de tonnes. Alors d'abord, il faudrait pas l'envoyer depuis la Terre. Il faudrait construire les morceaux sur Terre, les envoyer bout par bout, et puis les assembler dans l'espace, comme on a fait avec l'ISS. Ensuite, comment on construit? Avec quelle matière? Quelles ressources? Si on en a pas assez sur Terre, faudra aller les chercher ailleurs, sur la Lune peut-être, ou sur des astéroïdes. Bah oui, mais ça c'est imaginable aussi, comme ils font dans The Expanse par exemple. Ça va dépendre du type de vaisseau qu'on veut faire. Pour les vaisseaux mondes, comme on appelle ça, qu'on peut aussi appeler des vaisseaux génération, puisque les habitants vont y vivre sur plusieurs générations. Là, on part du principe que la propulsion sera pas très rapide. On va à une vitesse subluminique, c'est-à-dire en dessous de la vitesse lumière, à opposer à une vitesse supraluminique, au-dessus de la vitesse lumière, qui n'existe pas. Ah oui, ça sert à rien de construire des vaisseaux immenses comme ça si on arrive à une planète en 10 ans. Ici, on part du principe qu'un voyage peut mettre par exemple 500 ans ou 1000 ans, et qu'il va falloir que les habitants restent tout le temps dans le vaisseau, comme par exemple dans Wall-E, où ça fait 700 ans que les mecs sont à l'intérieur de l'Axiom, le gigantesque vaisseau-ville qui rassemble les derniers humains. Alors déjà, si on imagine un petit peu quelle pourrait être la forme du vaisseau, bien souvent on l'imagine ronde, parce qu'il va falloir que le vaisseau tourne pour générer de la gravité artificielle. Alors, c'est pas obligé qu'il soit rond, prenez le vaisseau d'Avatar par exemple. Il est pas rond, et pourtant il va hyper loin puisqu'il arrive justement à Proxima du Centaure, et qu'il y va en seulement 5 ans. Ce qui veut dire qu'il a réussi à atteindre 2/3 des vitesses de la lumière. Nous, on sait pas comment ils ont fait ça, mais comme le voyage dure que 5 ans, ils ont pas besoin d'avoir forcément tout le vaisseau avec de la gravité, ils ont donc un seul petit module qui tourne là, comme c'est souvent le cas, et c'est l'endroit où ils peuvent aller pour retrouver un peu de gravité terrestre. Bah oui, mais c'est important, pour faire caca, par exemple, je pense que c'est mieux s'il y a de la gravité. Bah oui, mais quand tu pousses, et quand il y en a beaucoup en plus, c'est pratique si ça tombe. Si ça reste là, ça s'accumule. Vous avez la diarrhée, par exemple. Vous avez l'image, c'est bon. Ouais. Peut-être vous voulez végétarier un petit peu plus encore. Ouais. Donc s'il y a de la gravité, c'est mieux. Mais d'abord, le module est tout petit. Ils peuvent y aller que quelques-uns à la fois. Et ensuite, ils y restent pas longtemps. Si un vaisseau doit voyager des décennies ou des siècles et transporter des milliers ou des millions de gens, il faudrait que toutes ces personnes puissent vivre avec la gravité terrestre. Sans compter que ce sont pas des astronautes qui ont suivi un entraînement de ouf pour survivre en apesanteur et tout. Ça, c'est des gens comme vous et moi. De simples citoyens du monde. Donc, il faut essayer de faire en sorte que la vie à bord soit à peu près la même que la vie sur Terre, bien que la plupart d'entre eux n'auront jamais connu la vie sur Terre. Mais comme dans l'espace, il n'y a pas de gravité et qu'on va pas passer toute sa vie en apesanteur parce qu'alors au niveau du muscle dans le corps, c'est mort, on sera complètement rabougri, il va falloir que le vaisseau tourne pour la simuler. C'est pour ça qu'on l'imagine souvent rond, comme l'a imaginé le physicien américain Gerard O'Neill dans son livre Les villes de l'espace, sorti en l'an 0, que vous connaissez certainement sous l'année 1977, avec le fameux cylindre O'Neill. Il imagine alors 2 immenses vaisseaux en forme de cylindre de 3 km de diamètre et 30 km de long. Est-ce que vous vous rendez compte? Non, vous ne vous rendez pas compte. Toujours pas? Non, toujours pas. Non. Et qui pourrait embarquer des milliers de personnes. On retrouve à l'intérieur la surface qu'on connaît de la Terre, avec des villes, des plaines, des lacs et tout. Mais alors, du coup, tout ça c'est très bien. Mais comment tu fais pour que tout ça, ça s'envole pas? Mais comme on dit, il faut créer une gravité, mon gars. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est de tourner pour utiliser la force centrifuge. Cette force qui te fait te coller à la paroi, là, qui te fait quand t'es dans une bagnole et que le pot qui tourne d'un seul coup, t'as l'impression que tu vas te barrer de la voiture. Alors après, il faut calculer la vitesse de rotation pour pas qu'il y ait trop de gravité, et puis qu'on puisse se déplacer normalement, qu'on soit pas collé au sol en mode mais pas trop peu non plus pour que tout reste bien en place, à commencer par l'eau. En fait, il faudrait que le vaisseau soit juste une grande centrifugeuse. Ce serait un truc de ouf, ce serait magnifique. Rien que pour ça, moi je voudrais y aller. En fait, ce serait même hyper bizarre parce qu'il y aurait pas vraiment de haut et de bas. Le bas, ce serait toute la paroi, de tous les côtés, et le haut, ce serait le centre en fait, qui serait le centre de rotation. Mais quand tu regarderas en l'air, tu verrais à la fois le haut et aussi le bas, puisque tu regarderais de l'autre côté de la paroi où tu verrais les mecs qui sont aussi comme toi, mais à des kilomètres. Ce serait pas un truc de ouf, sérieux. Tu verrais les lacs et les forêts au plafond
qui ne serait en fait pas le plafond. Non mais le concept de taré quoi. Alors on retrouve ce système dans plein d'œuvres de science-fiction, comme dans le roman Rendez-vous avec Rama d'Arthur C. Clarke, on en avait dit un mot dans la vidéo d'avant, qui était un petit peu le premier à créer une vraie et longue histoire documentée sur ce type de vaisseau, avec justement donc un vaisseau en forme de cylindre qui arrive dans le système solaire, il débarque de nulle part, et des astronautes de la Terre vont aller le visiter, mais il sera vide. C'est-à-dire qu'il y aura quand même des villes et tout dedans, mais pas d'extraterrestres. Ouais, c'est dommage, hein, ouais. Écrire un roman de 400 pages comme ça, puis au final, y a rien. Ouais, bravo. C'est intéressant comme concept. Vous savez quoi, ça me rappelle le film Cube. Tu sais, pendant 1h30, ils sont dans un cube, tu sais pas pourquoi, tu sais pas ce qu'il y a, qu'est-ce qu'ils foutent là, et surtout ce qu'il y a à l'extérieur. Et à la fin, il sort, et bah y a rien. Voilà, y a rien. On ne sait pas ce qu'il y a. Putain, mais quel foutage de gueule, je vous jure. Après, on retrouve le cylindre d'O'Neill dans d'autres livres comme Hyperion, que j'ai lu. Hein. Alors, je voulais l'avoir dans les mains, je voulais vous le montrer pour vous montrer que je l'ai, je vous mens pas, mais je sais pas, je l'ai pas trouvé. Paumé. Dans des séries télé comme Babylon 5, The Expanse, ou encore Le miel et les abeilles. Ah non, c'est vrai, à un moment, ils en parlent, hein. C'était avec Igege. Non, Igege, c'est dans Salut les musclés. Ah oui, c'est dans Salut les musclés, c'est vrai. Non, oui, c'est vrai. Ah, tout ça, c'était la belle époque. Dans des jeux vidéo hyper futuristes aussi, et hyper bien foutus, comme Mass Effect ou Pong, et dans des films, bien sûr, comme Interstellar, avec la station Cooper qu'on voit à la fin du film, qui est en orbite autour de Saturne. C'est-à-dire que non seulement les mecs ont réussi à construire ça, mais en plus, ils l'ont mis en orbite autour de Saturne. Après, de toute façon, si t'es capable de construire ça pour mettre en orbite un petit planète, que t'es capable de construire n'importe où, pour mettre le truc un peu très n'importe où. T'as parlé un peu vite, on n'a pas tout compris, là. Oui, bon bah je sais, bah de toute façon, moi je me suis compris, c'est le principal. Et aussi dans Elysium, avec Matt Damon, Jodie Foster, William Fichtner, hein, le colonel Sharp, film de Neil Blomkamp, hein, qui a aussi réalisé District 9, dont j'ai fait une vidéo sur cette chaîne, avec Noémie de Horizon Universe. Salut Noémie. Alors ici, dans Elysium, le vaisseau est pas destiné à voyager dans l'espace. Il peut le faire certainement un petit peu, mais là, le but, c'est de rester en orbite autour de la Terre. Et il accueille un grand nombre d'êtres humains qui vivent à l'intérieur. On appelle ça des colonies orbitales. Et aussi, il leur faut de la gravité, c'est pour ça qu'ils tournent. On retrouvait déjà ça aussi dans 2001, le c'est de l'espace, hein, bien évidemment. Hein. Quelle merde ce film. Alors ça, c'est pareil, c'est pas vraiment un cylindre d'O'Neill, ça se rapproche plus de ce qu'on appelle le Thor de Stanford. C'est-à-dire c'est pareil, mais c'est pas la même chose. Le cylindre, c'est un vaisseau, le Thor de Stanford, c'est un truc qui reste en orbite, quoi. Alors, il y a un autre bouquin aussi qui parle de ce genre de vaisseau qui est assez intéressant. C'est un livre de Bernard Werber que j'ai lu aussi, qui s'appelle Le Papillon des étoiles. Putain, en fait, n'empêche, quand je réfléchis, j'ai lu des bouquins, hein. Vous croirez pas comme ça. Le Papillon des étoiles, ça raconte comment une partie de l'humanité décide de partir pour un long voyage dans l'espace, parce qu'ils pensent que les humains sur Terre courent à leur perte, et ils partent dans un vaisseau qui ressemble à un cylindre d'O'Neill, et ce qui est intéressant, c'est que justement, le livre va imaginer à quoi pourrait ressembler la vie à bord. C'est la troisième partie de cette vidéo. Quels pourraient être les problèmes liés à la vie dans un vaisseau spatial dont tu ne pourrais pas sortir, avec des milliers de personnes qui vivent dedans pendant des années et des années? Vous savez, on a déjà fait des tests pour savoir comment ça pourrait se passer pour un équipage de 5 ou 6 personnes qui devrait partir sur Mars. Ah oui, parce que voilà, pour aller sur Mars, il y a, je sais plus combien de temps il y a, mais il y a 1 an, voire plus, je crois, peut-être 1 an et demi, un truc comme ça. Bah, à peu près, à peu près. Ouais. Il y a eu Mars 500, hein, pour 500 jours. Ils avaient enfermé 4 Russes, un Français et un Allemand pendant 520 jours dans un module. Putain, le pauvre Français, quoi. Ah bon, en même temps, si les 4 Russes c'était Irina Shayk, Natalia Vodianova, Yana Dobrovolskaya et Vlada Rolsiakova, toutes les 4 des personnes de bonne composition, et que l'allemande c'était Angela Merkel. Ah non, tu vois, non, ça gâche tout, là, pauvre français. Moi je suis sûr que tu me mets que avec les 4 Russes là, et je te tiens pas 500 jours, hein, je te tiens 10 000 ans avec elle. Pareil que vous tiendrez pas 2 semaines. Ouais, d'accord, bah, c'est sûr que toi, tu vas même pas tenir 2 minutes. En tout cas, les tests qu'on a faits se sont bien passés, personne n'a tué personne. Il y a bien un moment où le français essayait de tuer Merkel, mais tu sais, les Allemands, on leur fait pas. Ah bah, ils ont fait leur preuve. Hein. Mais bon, les mecs étaient que 5 ou 6. Comment ça se passe quand ils sont 100 000? C'est justement ce que raconte le Papillon des étoiles, et c'est intéressant parce que, alors pour vous la faire courte, de toute façon, je vais vous spoiler direct toute l'histoire, hein. Coupez le son si vous voulez pas entendre. Au départ, ils sont 144 000, ils partent pour un voyage de 1000 ans, ils pensent que tout va bien se passer, que limite ça va être le paradis, tu vois. Ils s'affranchissent des lois de la société sur Terre. Ils appellent d'ailleurs la ville Paradisville, sauf qu'au bout d'un moment, il va fatalement se reproduire les mêmes problèmes que sur Terre. Il va y avoir le premier crime, donc ils vont devoir établir une hiérarchie avec des lois, hein. Il y a des gens qui vont se rebeller, il va y avoir des périodes de guerre et aussi de paix, et au final, sur 144 000 parties, ils vont être que 6 à arriver à destination. Alors, tout ça, c'est une histoire inventée, c'est de la science-fiction évidemment. Mais, comme toujours, c'est intéressant d'avoir cette vision parce que c'est jamais complètement faux. On se base sur des choses réelles pour ensuite extrapoler. Par exemple, pour la chaîne YouTube La Séance de Marty, je me base sur la réalité de l'absence de son talent pour extrapoler en disant que sa chaîne va se casser la gueule dans 3 mois. Mais ce qui est sûr, c'est que si demain on devait envoyer ne serait-ce que 10 000 personnes pour un voyage de 500 ans par exemple, comment on pourrait être sûr que tout se passera bien à l'intérieur? Parce qu'on va pas faire les tests avant, et on va pas faire un test de 500 ans. Comment être sûr que ce sera pas le bordel au bout de 2 ans? Il faudra une police,
il faudra un chef, peut-être même un président, tu vois. Et au final, ce sera comme sur Terre, et comme on dit souvent, on ne fera que reproduire les problèmes qu'on avait sur Terre ailleurs, d'abord dans le vaisseau, et possiblement après sur la planète sur laquelle on arrivera. Et d'ailleurs, excusez-moi, j'ai une question que j'ai pas parlé. Au niveau des ressources, un petit peu, tout ce qui est l'air, l'eau, la bouffe, les putes, tu vois. Je te parle des ressources vitales pour un long voyage. Comment tu te procures tout ça? Comment tu les stockes? Ah bah là, les systèmes de recyclage, ils ont intérêt de pas tomber en panne. Hein. Et d'ailleurs, si le vaisseau tombe en panne lui-même, bah là, faut être sûr de pouvoir le réparer à 100%. Ah bah, si tu te prends un impact de météorite sur le pare-brise, Carglass, ils viendront pas jusque-là. Donc faut être autonome sur absolument tout. Et pour les communications avec la Terre, en voilà un sujet bien complexe aussi, avec des réelles limites physiques. Parce que les communications, c'est pareil, hein, on va pas plus vite que les vitesses de la lumière. Il y a une vitesse maximale que tu ne peux pas dépasser. Quand on va arriver sur Alpha du Centaure et qu'on va envoyer un message pour dire aux copains qu'on est bien arrivé, ça mettra 4 ans et demi pour arriver sur Terre. Donc c'est un peu bidon ça aussi. C'est bien gentil d'arriver sur place, mais si tu peux prévenir personne, à quoi ça sert? T'imagines le super espoir pour ceux qui sont restés sur place, quoi. Tu sauras jamais si les autres ils ont réussi ou pas. Voilà une chose à laquelle nous devons remédier. Et même pour envoyer des photos et tout. Bah oui, vous voulez envoyer des selfies avec l'extraterrestre. Vous avez vu, moi j'ai fait un selfie avec E.T. C'est cool, hein. À chaque fois, n'importe quelle communication, appel, dialogue, question que l'un voudrait poser à l'autre, tu poses ta question, juste comment ça va? T'as ta réponse au bout de 9 ans. 4 ans et demi pour poser la question, 4 ans et demi pour avoir la réponse. Et ça, c'est la planète la plus proche du Soleil, hein. Après, c'est plus loin. Voilà, donc ça, ce sont aussi des limites physiques qu'on ne pourra a priori jamais dépasser. Donc tous ceux qui partent, il faut s'attendre à ce qu'ils puissent peut-être plus jamais communiquer avec ceux qui sont restés. Et inversement. Et qui partirait d'abord? Si demain on doit choisir 10 000 ou 100 000 personnes pour fuir la Terre parce que c'est devenu un endroit complètement inhabitable à cause de la pollution ou du réchauffement climatique. D'abord, ça veut dire que sur 8 milliards de personnes, ou peut-être même 10 milliards dans le moment donné où on fera ça, et bah il y en aura 9 milliards 900 millions qui vont tous rester sur place et potentiellement mourir dans notre souffrance. Mais ensuite, qui part? Bah ce sera Elon Musk et ses potes. Alors lui, à ce moment-là, il sera plus vivant. Mais... bon, peut-être qu'il aura trouvé des moyens de rester en vie. Mais est-ce que ce serait les gens riches, justement, comme dans Elysium, où tous les gens les plus aisés, hein, qui vivent comme des rois dans les vaisseaux spatiaux, pendant que tous les pauvres sont restés sur Terre? Ou alors est-ce qu'il faudra simplement une loterie? Ce serait plus simple. Mais là aussi encore, ça pose des questions. Parce que si on doit reconstruire l'humanité sur une autre planète, bah techniquement, même si c'est très bâtard de dire ça, ce serait quand même plus intelligent de choisir les bons profils. Des gens qui pourraient être utiles à la reconstruction de l'humanité. On va pas prendre n'importe qui. Des scientifiques, des ingénieurs, des actrices porno, ce que je sais moi. Ah je suis désolé, mais ça c'est hyper important. Est-ce que techniquement, les vieux poivreaux du coin qui rentrent jamais chez eux, qui préfèrent se faire par la Française des Jeux, il devrait avoir autant de chances de partir que le super ingénieur qui a fait 12 ans d'études, qui est brillant, qui sait comment fonctionnent des satellites, et grâce à qui on pourra construire de nouveaux systèmes de communication et peut-être communiquer avec tous les autres. Eh, je sais, c'est une question de merde, mais elle se posera quand même. Elle se pose déjà, de toute façon. Parce que bon, les poivrons du coin, faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur. On ne pense pas. On prie. Faut bien comprendre que ces voyages dureront des siècles et des siècles, et que ces vaisseaux devront être capables de transporter des générations d'humains. La plupart des humains passeront leur vie à l'intérieur. La vie sur une planète, ils sauront même pas ce que c'est. Pour arriver à la première étoile, Proxima, je vous rappelle que c'est 80 000 ans actuellement. Alors admettons qu'on arrive à raccourcir le voyage, même si c'est 10 000 ou 5 000 ans, ou même 1000 ans. Ça vous brancherait, vous, de vivre une vie entière enfermée dans un vaisseau spatial, en sachant très bien que vous y êtes né, que vous y mourrez, que vos enfants y mourront, que vos petits-enfants et leurs petits-enfants y mourront aussi, et que la destination, l'humanité la verra pas avant plusieurs siècles. Je te le dis franchement, mais franchement, je vois pas le kiff, cousin. Ah bah, je comprends. Et encore, on n'est même pas sûr qu'elle y arrive. Et oui, car à un moment donné, il va falloir aussi parler des problèmes de santé qu'on va rencontrer pendant le voyage. Déjà, si on n'a pas de gravité et qu'on fait de l'impesanteur, bah c'est mort, hein, autant pas partir, hein, parce qu'on n'est pas fait pour vivre en impesanteur. Ensuite, quand on sera dans le vide intersidéral, bah on n'aura plus l'atmosphère de la Terre pour nous protéger de tous les rayons cosmiques qui arrivent partout et dans tous les sens. Les vents solaires, les supernovas, c'est joli ça, hein, ouais, non, ouais. On les met au fond d'écran de notre ordi, c'est très bien. Mais ça envoie des particules de haute énergie, hein, qui viennent de n'importe où de l'extérieur du système solaire. Et ça, si vous voulez, c'est comme les petites grenouilles d'Amazonie ou Valentine de Sciences de Comptoir. C'est hyper nocif. Le truc, tu le touches, tu meurs. Les rayons cosmiques, on en a déjà parlé plein de fois, mais il n'y a pas plus cancérigène que ces trucs-là. Il faudra donc que le vaisseau ait une grosse épaisseur pour se protéger des rayons. Il faudra un bouclier de métal ou de roche qui pourra aussi protéger des milliers d'impacts de micrométéorites et aussi des différences de température extrêmes. Et vous imaginez s'il y a des gens qui tombent malades, le nombre de maladies qu'on pourrait ramener sur place? Bah, tu rigoles, mais quand t'as 100 gitans qui viennent s'installer sur le terrain de foot du stade municipal, là, bah, tu rigoles pas. Bah là, ce sera pareil, mais les envahisseurs, ce seront nous. Bisous aux gitans. Comment il va, Kenji? Sinon, ça va mieux ou Et puis alors, le montant final de l'opération, non, bah là, t'imagines même pas, là. Je ne te parle même pas du coût de tout ça. C'est la 4e partie de la vidéo. Et du coup, comme je t'en parle pas, c'est une partie qui est assez rapide. Par contre, il y a un dernier truc dont il faut qu'on parle une minute aussi. Ce sont les effets de la relativité. C'est la 5e et dernière partie de cette vidéo. Alors, pour les vaisseaux mondes qui se déplaceraient pas hyper vite, on n'aurait pas ce problème. Mais si ces vaisseaux arrivaient à voyager à des vitesses
vitesse proche de la vitesse de la lumière, encore une fois comme l'axiome dans Wall-E, qui passe en vitesse lumière à la fin du film, et bien là, mes amis, entrent en scène les effets de la relativité décrite par Einstein. C'est-à-dire que la durée dans le vaisseau n'est pas la même que la durée pour les gens sur Terre. Heureusement, ce sera mieux pour les gens qui voyagent dans le vaisseau. Le temps leur paraîtra beaucoup moins long. Mais si on parle d'un voyage de 100 ans, par exemple, c'est 100 ans pour qui? Si c'est 100 ans pour les gens sur Terre, ça pourrait être que, par exemple, 40 ans pour les gens dans le vaisseau. Alors, est-ce que ça vaut le coup que je vous explique le pourquoi du comment maintenant? Je sais pas, la vidéo est déjà assez longue. Encore une fois, vous pouvez regarder masse de vidéos là-dessus sur le sujet, Bruce de y penser l'a déjà fait. Il y a aussi la mienne d'ailleurs, où j'aborde le sujet à ma façon, dans la vidéo sur Einstein. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu comptes faire un voyage aller-retour juste pour aller faire une petite balade et puis voir comment c'est sur place, bah tous ceux que t'as connus en partant, ta famille, tes amis, et bah ils seront très certainement morts quand tu reviendras. Tu pars à 30 ans, tu reviens, t'as 70 ans, bon t'es plus vieux mais t'as quand même encore une vie, mais tous ceux sur Terre, ils auront 130 ans. Et à 130 ans, t'es plus très frais. Alors peut-être qu'à ce moment-là, on pourra vivre jusqu'à 130 ans tranquille, mais on n'y est pas. Et ça c'est pour un petit voyage de par exemple 100 ans. Pour les grands voyages, bah c'est sûr que tout le monde sur Terre sera déjà mort. En même temps, si tu pars longtemps et loin, l'idée c'est pas de revenir, donc techniquement tu t'en fous. Ce qui veut dire que quand tu pars, tu dis adieu à tout le monde et tu sais que tu ne reverras jamais personne. Et puis donc t'as intérêt de prendre ton disque dur avec des kéta-octets de films et de séries télé. Ah bah sinon tu vas te faire chier à bord. Mais même pour un voyage de 10 000 ans, t'es même pas sûr que t'arrives à finir la série Les Feux de l'amour. Ah bah tu te seras tiré une balle avant. Après on n'est pas non plus obligé de construire tout ça, on n'est pas obligé de maintenir tout le monde éveillé. Il y a beaucoup plus simple. L'hibernation, on appelle ça aussi l'animation suspendue, ou la biostase. Comme par exemple ils font dans Passengers, ou Alien aussi, ou 2001 Essai de l'espace. Quelle merde ce film. Ça aussi, ça peut être un très bon moyen d'envoyer du monde très loin et pour des voyages très longs. Mais c'est pareil, l'hibernation on maîtrise pas encore, donc voilà, à voir. En tout cas, vous voyez quand même que tout ça s'annonce bien compliqué, et tous ces challenges ne seront bien malheureusement pas relevés avant un bon moment. Que ce soit en matière de propulsion, de construction, de communication, ou de saucisson. Oh bah je sais pas où, mais moi s'il y a pas de saucisson, ça sert à rien d'y aller. En tout cas de vie à bord, il va falloir travailler d'arrache-pied pour résoudre tous ces problèmes et surtout voir à très long terme. Mais ça, c'est une autre histoire. Allez, c'est tout pour moi, voilà ce que je pouvais vous dire sur cet incroyable sujet ô combien passionnant et qui ne manquera pas d'animer les conversations pendant des siècles et des siècles encore. Il faudra s'armer de patience, d'ambition, de créativité, et de plein d'autres trucs encore. J'espère que cette vidéo vous a plu, moi ça m'a fait kiffer d'écrire tout ça. J'ai l'impression que je me sens plus intelligent. Et vous aussi pareil d'ailleurs, vous devez vous sentir plus intelligent maintenant. Ouais, de rien. Allez, la prochaine vidéo sera un peu spéciale, on continue toujours à dire cette connerie, puisque pour la deuxième fois de l'histoire de la chaîne, je vais vous présenter un télescope. Je vous avais déjà présenté il y a 2 ans l'Ibiscope de Unistellar, et bien cette fois je vais vous présenter son évolution, l'Odyssée. Un putain de télescope de ouf. La vidéo arrive très vite. Et ensuite, on se refait un film. Une dernière info avant de partir, je sais que en ce moment je suis absent sur Twitch, ça fait quelques temps que j'ai pas fait de live, mais ça va revenir. Je vais revenir bientôt, je vous le promets. Le truc c'est qu'en ce moment c'est les playoffs NBA, donc je passe mon temps à regarder tous les matchs. D'ailleurs j'en profite pour faire un peu de pub pour les copains, du crossover qui ont sorti leur bouquin sur la NBA c'est quoi. Vous pouvez le trouver, il est génial, c'est un super bouquin, merci les gars, bisous. Attendez, les mecs ils m'ont carrément invité en live Twitch pour parler basket quoi. Et ouais, maintenant je parle basket sur les lives. Et je vous promets aussi que les t-shirts 12 par sec vont sortir avant l'été, comme ça vous pourrez être tout beau sur la plage, c'est promis. Et n'oubliez pas également que vous pourrez être tout aussi magnifique en portant une montre ou un autre accessoire de chez Holzkern. Allez voir sur le site, il y a vraiment beaucoup de très beaux produits pour hommes, pour femmes. Utilisez le lien dans la description pour profiter de 10% de réduction sur votre commande. Allez, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, c'était Yann Solo sur 12 par sec. Ciao.